Voilà. Ouais, je suis désolé, j'avais oublié de mettre l'enregistrement, pardon. Donc on a loupé une partie, c'est pas grave, c'est de ma faute. Pas de problème. Donc oui, on disait ce passage sur 2021. Et si tu avais un millésime peut-être qui se serait rapproché de ce caractère inattendu et compliqué. 2016 a été un millésime aussi très très compliqué avec beaucoup de pluie au printemps, des sols inaccessibles. Voilà, mais ça s'est quand même arrêté plus tôt et on a toujours pu, disons, faire notre métier. Là, il y a eu des semaines complètes de pluie battante. Pendant 8 jours, on n'a rien pu faire, quoi. Voilà, ça c'est du jamais vu. Voilà, donc écoute, j'espère que ne plus revivre ça et puis sortir de là renforcé. Il y a une question de Raphaël qui nous dit: est-ce que les vignes s'en remettront dans des conditions plus normales ou elles sont vraiment en difficulté durable? Alors, c'est une question compliquée. La réponse, à mon avis, ne peut pas être simple et unique. Il y a énormément de vignes qui vont s'en remettre. Il y a quelques vignes qui vont être impactées à plus long terme parce que le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de vignes qui n'arrivent pas à outer. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux expliquer l'ahoutement peut-être pour ceux qui connaissent? Oui, l'ahoutement, c'est assez simple. Les rameaux se chargent de lignine, ils brunissent et ils deviennent des sarments pour faire des fagots. Hein, d'accord? Et donc, cette charge de lignine, c'est une constitution de réserve et c'est le moment où la plante commence la maturation du raisin. Or, il y a des vignes, la semaine dernière, elles poussaient encore un peu. Or, si tu veux, l'ahoutement, ça c'est déclenché par ce qu'on appelle l'arrêt de croissance. C'est le moment où la vigne dit « je ne peux plus continuer à pousser, il n'y a plus assez d'eau, je suis au bout du processus, maintenant je sais que je vais mourir, donc je m'occupe de mon fruit ». Et donc, la difficulté de faire mûrir le fruit quand on continue à pousser est évidemment une problématique majeure, sans compter que la fameuse lignine constitue une réserve alimentaire importante. Et donc, les sarments sont très cassants. Les sarments qui ont été mildiouisés sont très cassants. Donc, on va avoir des difficultés l'année prochaine pour faire des liages. Voilà. Donc, je pense qu'un certain nombre de vignes vont être impactées par ce millésime l'année prochaine et peut-être l'année d'après. Parce que la vigne, c'est une plante bisannuelle, hein, n'oublions jamais ça. Hein. Le raisin qu'on récolte, il a été formé l'année N-1. Et donc, aujourd'hui, on forme l'année N+1. Ouais. Donc là, on est en train de former la vendange 2022 et les conditions ne sont pas extraordinaires. Hein. C'est comme, c'est comme une entreprise et la comptabilité. Il y a le N-1, le N-2. C'est L plus N. Voilà. Donc 2021, c'est voilà, le gel, le mildiou, l'oïdium, enfin ça dépend des zones. Ouais. Hein. Et pour certains collègues, les 3 ou 4 choses ensemble, quoi. Ouais. Parce qu'ils ont eu le gel, ils ont eu les pluies, ils ont eu le mildiou, ils ont eu les feux. Et je crois bien qu'ils vont avoir la drosophile. Donc tu vois, c'est, je pense que énormément d'amateurs ne se rendent pas du tout compte la charge que représente pour un vigneron la perte de sa récolte. C'est comme la perte d'un enfant, quoi. Oui, c'est pas un problème économique, c'est un problème beaucoup plus profond, très difficile à vivre. Tu te tourmentes, tu te dis qu'est-ce que j'ai pas bien fait, où est-ce que j'ai loupé le truc, tu te fais des reproches. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de collègues, quelque part, parfois, abandonnent. C'est une douleur extrêmement puissante. Et donc, je donne toujours à mes jeunes collègues un conseil. Quand c'est comme ça, sortez le joker. Ne vous tourmentez pas, c'est pas. Sortez le joker. Moi, j'ai 26 ans de biodynamie derrière moi. Cette année, j'ai sorti le joker. Parce que sinon, je saute du train sans parachute. Donc, c'est idiot, ça servira à personne. Il vaut mieux dire, OK, j'ai un joker. Tout le monde a droit à une deuxième chance. Je sors mon joker. Comme ça, je ne me tourmente pas.
je ne suis pas en train de me reprocher ceci ou cela, tous les manquements, tout ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on n'a peut-être pas pensé ou pas compris ou pas ressenti. Voilà. Parce que, évidemment, quand tu travailles 12 ou 14 heures ou 16 heures par jour, tu n'as pas forcément l'esprit serein, tu ne vois pas les choses en perspective et en hiérarchie, et c'est difficile. Donc, c'est le problème des vignerons, qui est un problème très difficile, qui n'est pas toujours compris. Ouais, et c'est vrai que cette dimension humaine-là, elle est forte. Si tu le veux bien, Jean-Michel, on a un de nos élèves sommeliers là qui est Théophile. On lui a demandé de se connecter. Il s'est qualifié pour la finale de notre concours du meilleur apprenti et il fait les vendanges en Anjou. Donc il peut peut-être nous faire un petit coucou et puis peut-être tu peux peut-être poser une petite question à Jean-Michel. On fait intervenir un peu les jeunes. Bien sûr, Bonjour, bien sûr. Salut Théo, bonjour à vous deux. comment ça va? Ça va bien. Écoutez, je me prépare doucement mais sûrement Bonjour. pour la finale. Oui. Bien. Et donc du coup tu es en Anjou en ce moment-là. Je suis en Anjou, ouais. Donc, en plus de la formation, je viens de commencer un bac pro en vitiono. Donc là, je vais faire les vendanges, mes deuxièmes vendanges en Anjou, à Saint-Lambert-du-Lattay, dans le Layon, en plein milieu du Layon. C'est le Chez domaine où? qui? Je suis au domaine Augereau. Ah oui, très bien. Très bien, bravo. Tu Est-ce que apprendras plein de choses. est-ce que tu Je aurais peut-être pense. une question, Théo, pour Jean-Michel? Alors, je suis arrivé un petit peu en retard, mais j'ai compris le sujet pour le moment. C'est vrai qu'il y a une saison compliquée qui se présente à nous. Euh, Qu'est-ce que c'est le Joker dont vous avez parlé? Le ou les Le deux? Joker, le Joker, c'est simplement une protection que tu t'autorises. Alors, tu ne peux pas la sortir 50 fois, hein, pas tous les ans. Mais quand ça va vraiment mal, une fois tous les 20 ou 30 ans, tu vois, tu as droit à un Joker. Tu te dis, OK, j'ai fait tout ce qu'il était possible de faire, ça n'a pas suffi. Et donc bah, tu sors ton Joker. C'est important de se protéger euh, psychologiquement, d'être capable d'assumer ça parce que c'est un échec, quoi. On n'a pas été capable de les aimer assez, de les accompagner assez, on n'a pas été assez présent. Il y a des choses qu'on a loupées, voilà, parce qu'on s'est mis aussi les uns et les autres en situation de fragilité, parce qu'on travaille avec des produits qui sont évidemment très fins, très délicats et peu impactants pour la plante, évidemment, et la planète en général. Et donc, c'est beaucoup plus difficile. Moi, j'ai plein de collègues ici qui ont sorti la grosse Bertha. Ils ont une pleine récolte sur les vignes et c'est totalement vert. Je ne sais pas quand est-ce qu'on le vendange. On ne peut pas le manger, on ne pourra pas le manger. Je ne sais pas quel vin ça peut donner. Voilà. Donc, il Il sera faut peut-être choisir. vendangé, il sera peut-être vendangé en janvier, hein, on ne sait pas. Alors, écoute, comme je le regarde, c'est un millésime parce que là, à part ces quelques jours où il a fait assez chaud, le reste du temps, ici, il n'a pas fait beau, il n'a pas fait chaud. Et donc, la vigne garde des acidités. Voilà, les Auxerrois, qui est un cépage qui a peu d'acidité, les Auxerrois ont aujourd'hui 12 d'acidité en acide tartrique, c'est-à-dire l'acidité d'un Riesling vert. Voilà, ça permet de fixer un peu les idées. Il reste un long chemin avant qu'on parle de grands raisins. Ça, c'est évident. T'as une autre question, Théo ou... Non, non, mais enfin, c'est plutôt, je me reconnais, enfin, même à l'autre bout de la France, ou presque. On a exactement les mêmes problèmes ici, hein. Les Mm. maturités sont loin d'être bonnes, les raisins, ça va pas, quoi. Mm. Mais bon, on espère un peu de soleil, mais quand je regarde par la fenêtre, là, c'est pas le top. C'est pas le top du Voilà. tout. Donc on sait pas trop Ce, à quoi ce soir, s'attendre. on a un peu le changement de temps là. Ouais. Jean-Michel, j'ai une question d'un copain Oui, sommelier qu'on connaît qui s'appelle Romain, oui, qui travaille dans un restaurant du nord de l'Alsace que nous ne citerons pas. oui. Romain nous dit quel va être l'impact de la dose la plus importante de cuivre dans la vigne cette année. Alors, bah, pour ceux qui ont sorti plus de cuivre que d'habitude, c'est pas mon cas. Ils vont augmenter un tout petit peu les concentrations de cuivre dans les sols. Et donc quelque part, si les sols sont vivants,
et en général, les gens qui sont en bio et en biodynamie, c'est le cas, il n'y aura pas de problème particulier. Maintenant, effectivement, on peut avoir des situations limites, surtout sur des sols, par exemple, granitiques, où le cuivre participe au blocage de l'aluminium et ça rend la vie des sols plus compliquée. Mais bon, lorsque les gens sont passés de 1 kg à 3 kg, ce qui reste quand même raisonnable, normalement, il n'y a pas de difficulté majeure dans la suite. Voilà. Après, il faut mettre en œuvre comment dire, il faut garder ça à l'esprit et l'année prochaine, il faudrait retourner là où nous étions si bien pendant des années, 600 grammes par hectare et par an. Voilà, je suis descendu à 480 grammes un millésime. Là, c'est vraiment du travail de dentelière, mais normalement, 600 grammes. Moi, je suis toujours arrivé à 600, 650 grammes. Un millésime normal, même compliqué, comme 14 ou 17, ça a bien marché. Et là, c'est vrai que cette année, ça n'a pas suffi. Compliqué. Un petit mot, Jean-Michel, peut-être sur la complantation, qui est un sujet qui te tient à cœur. Bien sûr. Bon, ce que je vois aujourd'hui très clairement, c'est que une des souffrances. Tu peux peut-être rappeler ce qu'est la complantation, juste peut-être pour ceux qui. Oui, la complantation, c'est simplement le fait de mettre en œuvre une parcelle qui n'est pas pure au point de vue de la génétique des cépages. Parce qu'aujourd'hui, nos cépages ont des génétiques assez simplifiées, assez sélectionnées. Il y a beaucoup de cépages où il n'existe que plus qu'un seul ou quelques clones. Donc on parle du clonage, c'est la répétition de l'individu. Hein, voilà. Donc tu as énormément de parcelles ici en Alsace, qui a été une région très en pointe sur la question du clonage. Il y a beaucoup de parcelles, c'est un seul clone d'un seul cépage. La complantation, c'est remettre en cause ce primat et mélanger les cépages, à l'intérieur des cépages, les clones, essayer d'avoir des populations extrêmement diversifiées, parce que le groupe rassemblé est capable de plus de résilience, plus de rusticité qu'un mec tout seul, debout, au milieu du cagnard, sur un piquet et sur une jambe. Parce que le clone, c'est ça. Hein, c'est un personnage qui a peu de capacité d'adaptation. Et donc, remettre une population mélangée permet d'être plus résilient et plus rustique. Et je vois très bien dans les parcelles qu'il y a moins aujourd'hui de mortalité dans les vignes complantées que dans les autres. La mortalité cette année dans le vignoble alsacien, c'est entre 5 et 10%. C'est énorme. 5 à 10% des pieds ont crevé cette année. C'est énorme. Voilà. Donc, quand tu commences à compter les pieds qui manquent, qui sont improductifs, tu arrives à 20, 30, jusqu'à 50%. Donc, tu t'imagines quand les gens vont sortir 90 hectolitres hectares d'une vigne où il n'y a plus que 50% des pieds qui sont fonctionnels et productifs, alors qu'il manque que 4000 pieds, tu t'aperçois que… Ça fait une sacrée charge de raisin par pied. Voilà. Tu dépasses 4 kilos, ça devient complètement aberrant. Et tout ça, c'est de l'appellation contrôlée. Voilà. Ouais, on n'en dira pas plus pour ne pas se fâcher. Non, c'est pas l'objet. Petite question aussi sur la complantation. Donc, on a l'impression de redécouvrir ça, mais alors, tu vois, j'allais dire contemplation, complantation. J'ai fait un lapsus révélateur. Mais c'est bien vu. Je l'ai pas fait exprès. Mais c'était historiquement avant le phylloxéra. Il y avait que ça. Bien sûr. Mais de toute façon, il faut bien comprendre. Ce n'est que parce qu'on a disposé de moyens scientifiques et de produits issus de la recherche essentiellement pétrolière puissants qu'on a pu simplifier la génétique du vignoble. Et la question qui est devant nous, elle est simple. Si on veut retourner à une pratique agricole plus respectueuse, ça ne pourra pas se faire sans remettre en cause le concept de monoculture. C'est dans la vigne, mais c'est en général pour l'ensemble de l'agriculture. Le clone de maïs au milieu de la plaine d'Alsace, ce n'est pas possible de continuer, parce que même dans ce millésime-là, ça a manqué d'eau.
Donc, tu vois, les mecs irriguent sous la pluie. C'est aberrant, quoi. Donc, on va être obligé de remettre en cause un certain nombre de pratiques et de remettre dans le vignoble une diversité de type forestier qui permet de s'adapter et d'avoir une plante plus en équilibre, plus résiliente, plus rustique et qui amène sa récolte jusqu'au bout. Je me fais énormément de soucis pour la durabilité du vignoble parce qu'avec 15% ou 10% de pertes annuelles, le concept de vieille vigne va disparaître. Hein. Oui. Bah, c'est-à-dire que les vieilles vignes auront 20 ans. Alors, c'est très intéressant parce que peut-être ceux qui nous écoutent ne connaissent pas ça. Toutes les vignes qui ont été plantées avant les années 80, il y a très, très peu de pertes. Toutes les vignes qui ont été plantées à partir des années 80, on est jusqu'à 10% de pertes annuelles. Parce que les années 80, c'est l'irruption de l'industrialisation du matériel végétal. C'est-à-dire la pépinière est devenue un processus totalement industriel, utilisant des auxines, des hormones. Et donc, on a mis en terre, il y a 20 ans, des choses qui ne sont pas destinées à durer 20 ans. Voilà. Et c'est en train de tomber, en train de crever autour de nous. C'est un vrai sujet. C'est la résultante de tout ça. De tous les dérèglements qui sont liés à une économie trop rapide. Tu vois, les vignerons plantent des vignes pour 50 ans, mais ceux qui produisent des plants de vignes, il faut que ça envoie tout de suite. Voilà, je le résume d'une phrase, tout le monde me comprendra. Et donc, ici au domaine, nous avons pris la décision avec Mathieu de produire nous-mêmes nos porte-greffes, d'assurer nous-mêmes le greffage et d'en faire une démarche non économique. C'est-à-dire que ma pépinière de porte-greffe, on m'a expliqué que je pouvais produire, je crois que c'est 80 000, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est 25 000 mètres linéaires de bois. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Il m'a dit, bah, vous avez planté 2 hectares, donc vous allez produire ça. Mais j'ai dit, mais pas du tout, moi, je n'ai pas besoin de ça. Si j'arrive à mettre en terre 20 000 greffes, tout ira bien. Voilà. Donc, tout de suite, on m'a dit, statut de pépiniériste, il faut que vous envoyiez. Mais moi, je n'ai pas envie d'envoyer, je n'ai pas envie d'inonder le marché. Je veux faire des vignes qui deviendront centenaires. Voilà. Donc, c'est un vrai problème. À presque 70 ans d'être obligé de s'occuper de ça, tu vois, mesure l'échec collectif dans lequel on est. Ouais, Voilà. c'est un échec. C'est des gros soucis. C'est un échec qu'on voit de toute façon dans le rapport que la nature nous renvoie. Dans cette Exactement. année-là, voilà, la nature nous envoie des incendies, un certain nombre de choses qui sont des avertissements sans frais en disant messieurs, ouvrez les yeux, il est grand temps de se réveiller, quoi. Il y a une question de Romain qui dit voilà, actuellement il y a beaucoup de surgreffage, c'est-à-dire qu'on va surgreffer sur les pieds existants. C'est quoi ton avis là-dessus? Bah, écoute, j'ai commencé à faire du surgreffage il y a quelques années et je constate que très souvent, c'est un échec parce que il faudrait surgreffer sur le porte-greffe, ce qui est en vigne établie est très très difficile. Et donc, on greffe en général sur le tronc, c'est-à-dire sur l'ancien cépage. Et au niveau de la jonction, au niveau de la greffe initiale, les champignons sont déjà dedans, les nécroses sont déjà dedans, et donc tu greffes en écusson un bourgeon, je sais pas quoi, de Riesling sur un pied de pinot blanc, super. Et 3 ans après, tu t'aperçois que l'immense travail que tu as fait, il est dans le caniveau, parce que tout à coup, un matin, le pied, il a séché. Le champignon l'a vaincu et donc il est mort. Voilà. Donc, si tu veux, j'ai investi beaucoup dans le surgreffage et je m'aperçois que sur la durabilité de la parcelle, c'est pas forcément toujours une réussite. Voilà. Donc, ça dépend sur quoi tu greffes. Et aujourd'hui, il y a plein de vignes qui ne sont
pas forcément en si bon état pour pouvoir être surgreffé. Et puis, Je m'excuse, c'est un peu technique, hein. J'espère qu'on décroche pas les gens qui non, nous écoutent. t'inquiète pas, il y a quand même beaucoup de passionnés et puis des gens qui ont déjà un bon niveau de connaissances qui sont parmi nous. Peut-être une petite question sur la biodynamie dans c'était 26e vendange, si j'ai bien entendu ce que tu disais. Oui, 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 oui. Donc Oui, du coup, oui. tout ce voyage en terre biodynamique, qu'est-ce que tu en ressors et qu'est-ce que tu peux en dire, toi, dans ton vécu, dans ta relation à la plante et au vivant? Je m'aperçois que ma rencontre avec Monsieur Boucher était une chance extraordinaire parce que cet homme m'a ouvert à une sensibilité que j'avais en moi, mais qui n'était pas suffisamment déployée, suffisamment consciente. Voilà, donc il m'a tenu la main comme on guide un enfant, en me rendant attentif au comportement de la plante, au ressenti de la plante, aux forces du lieu, à la mémoire aussi, ce qu'on porte en soi. Quand on n'est pas dans la vigne, elle continue de nous accompagner, elle continue d'être présente quelque part dans le cœur, dans la tête. Tu portes ça. Et donc cet échange-là, il est de nature énergétique. Il a une trace mémorielle. Et c'était une chance de rencontrer ce monsieur qui m'a mis le doigt sur ces questions-là. Et donc, je me suis passionné écoute, c'était un joli voyage. Je regrette pas un seul instant. Cette relation à la plante est extrêmement nourricière et j'en suis heureux et voilà. Sinon, peut-être je n'aurais été qu'un technicien Monsieur Boucher m'a aidé à devenir vraiment un vigneron, c'est-à-dire quelqu'un qui est branché à sa vigne, quelqu'un qui est connecté, quelqu'un qui porte sa vigne en soi, quelqu'un qui rêve comme sa vigne, qui pense comme sa vigne, qui peut-être est sa vigne, qui est malheureux comme elle, qui est heureux comme elle. Voilà. Et je constate qu'il y a beaucoup de jeunes vignerons ou néo-vignerons aujourd'hui qui prennent le métier par ce bout-là et c'est le bon bout. Donc c'est encourageant. On a formé dans les lycées agricoles dans les années 70 des techniciens. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens qui viennent vers la vigne viennent par le bon modèle, le bon mode qui est la sensibilité. Mais Voilà. c'est vrai qu'on voit arriver sur. Moi, j'ai commencé dans le milieu du vin en 1988 et c'est vrai on voit arriver aujourd'hui. Nous, on le voit à travers l'école. Tu vois, on va repasser peut-être la parole à Théo juste une seconde pour qu'il nous dise lui comment il voit le métier et comment il voit les vignerons et comment il voit le vin. Mais je trouve moi, je trouve il y a les gens de ta génération et de la mienne ont quelquefois un regard un peu moqueur sur les jeunes, mais moi je trouve que les jeunes en ce moment, Non, beaucoup pas d'entre du eux tout. sont en train de nous donner une super leçon, quoi. Ils sont en train de nous donner Absolument, une super absolument. Non, leçon. non, il faut. Moi, il y a un aspect, qui pose question, c'est que c'est un métier très difficile. C'est un métier où on gagne pas forcément beaucoup d'argent, en tout cas tout de suite. C'est un métier où on passe une vie pour construire une notoriété. Et donc, pour ceux qui commencent, c'est extrêmement difficile et il faut que quelqu'un leur dise que c'est pas forcément le job qui va tout seul parce qu'il va falloir faire des sacrifices incroyables et parfois les couples ne tiennent pas, parfois il y a des difficultés parce que les sacrifices sont trop importants. Quand tu travailles jour et nuit et que tu peux pas finalement, parce qu'il faut changer le tracteur, parce qu'il faut changer le pressoir, parce qu'il faut acheter des cuves, tu ne peux pas sortir un revenu normal de ton activité, la société autour n'est pas forcément capable de le comprendre et de l'accepter. Donc voilà, moi j'ai essentiellement de l'admiration pour tous ces garçons et ces filles qui s'engagent. J'ai juste un peu peur parfois qu'ils n'aient pas tout vu et qui savent peut-être pas que c'est pas sûr de réussir, quoi. D'ailleurs, on en voit de temps en temps qui rendent le tablier parce que madame est partie ou parce qu'il y a des difficultés ou parce que tout simplement la banque elle a fermé la vanne, quoi, hein. Voilà, Ouais, bien sûr. et ça, c'est triste, quoi. Mais on voit la même chose dans l'artisanat, on voit la même chose dans le petit commerce.
l'activité individuelle, elle est lourde aujourd'hui, elle est risquée, Ouais. c'est difficile. Voilà. Mais j'ai énormément d'admiration enfin, tout le monde sait que je supporte nos jeunes autant qu'il est possible. J'ai beaucoup de fierté quand ils viennent me voir et qu'ils me posent des questions. Et parfois, je suis révolté du sort qu'on leur fait. Hier encore, un jeune vigneron alsacien a annoncé qu'il quittait l'appellation parce qu'on l'a tellement tourmenté qu'il en est écœuré et que finalement, il a sorti le Joker et le Joker s'appelle Vin de France. C'est un échec, pas pour lui, mais pour l'appellation. C'est quand même dommage, Voilà, quoi. ça me révolte, quoi. Voilà. On en est au stade d'un pouvoir euh, stalinien. On est dans le Caucase profond, quoi. Je suis assez d'accord. Excusez-moi. C'est pas grave. Théophile, tu peux nous rejoindre 2 secondes et nous donner toi ton ressenti en tant que Là, jeune, je suis là. en tant que jeune sommelier. C'est quoi ta vision du vin là comme ça? Euh, Par rapport à bah, tout ce qu'on écoutez, dit. en fait, désolé, je vais fermer cette fenêtre, mais quand je me suis lancé dans cette aventure du vin, cet amour qui est né du vin, je suis pas longtemps passé par des mauvais vins, on va dire, que ce soit via la formation ou via mes expériences personnelles. Euh, et, et en fait, je suis tout de suite allé vers des vins qui correspondaient à mes attentes de, du monde, en fait, tout simplement. Donc minimum bio et même plus, biodynamique, nature. Et ça ouvre des perspectives auxquelles on ne s'attend pas forcément et qui ne sont pas seulement liées à une boisson alcoolisée. En fait, c'est beaucoup plus que ça, c'est toute une philosophie. Donc je pense que c'est un tout. Évidemment, ceux qui se lancent pour devenir vignerons, il y en a qui n'ont peut-être pas forcément fait ces philosophies-là, mais de ce que moi je peux voir et des gens qui sont autour de moi et que j'ai pu fréquenter cette année à Franck Thomas Formation ou que je commence à fréquenter maintenant au Bac Pro, c'est que les gens qui ont déjà un petit peu de vécu dans la vie, donc qui sont souvent en reconversion professionnelle comme c'est mon cas, sont passés par des choses qui les mènent à des envies de respect global de la planète et des consommateurs et de soi-même, donc les envies de faire les choses bien. Mais évidemment que c'est dur, évidemment que je vais en chier. Je crois qu'on est on est au courant. En tout cas, pour ma génération, on est au courant que c'est un métier extrêmement difficile, mais que ça peut nous apporter beaucoup de bonheur, comme le contraire. Mais après tout, quand on Et est tu vois, passionné, ce qui est encourageant, c'est que ce que vous essayez de faire, vous êtes en train d'essayer de faire, et que je pense que vous allez réussir. Et c'est aussi ce que nous on essaye de faire. Si on le réfléchit, c'est ramener le vin de l'endroit dont il n'aurait jamais dû sortir, qui est un produit alimentaire bienveillant et nourricier. Voilà. ouais, Ce qui veut dire aussi que ça va jusqu'à la remise en cause des mots, parce que le vin est devenu un objet trop technique, un objet trop spécialisé, un objet d'une caste de sachants, excluant à pleine brassée ceux qui comprennent rien, ceux qui savent pas, ceux qui n'ont pas le pognon, etc. Et votre génération, elle est en train de renverser la table en disant, nous, on veut produire du vin qu'on va boire, qui va nous faire du bien, qui va nous nourrir le corps, l'âme, qui va nous élever. Et donc, c'est un vrai projet civilisationnel, un changement vraiment de paradigme. Et moi, je trouve que c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux, parce qu'on était arrivé d'une certaine façon à une forme d'impasse. Au bout du sujet, quoi. Il suffit de prendre n'importe quel canard et lire les descriptions de vin, et tu t'aperçois que c'est sans intérêt, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un point que je trouve très encourageant, et j'y participe à ma modeste place en essayant de remettre au goût du jour les mots du vin, les mots millénaires du vin: chaud, froid, rugueux, lisse, épais, fin, vertical, horizontal, oblique, etc., lumineux, sombre, resplendissant, etc. Il y a plein de mots. Il y a une étude
qui vient de sortir une thèse il y a quelques mois, là, quelques semaines, qui démontre que les mots du goût de l'Antiquité grecque sont les mêmes mots que les mots des gourmets du Moyen Âge et sont les mêmes mots qu'on va réutiliser demain. Parce que quand je dis à quelqu'un, écoutez, vous verrez, c'est arrondi, il comprend bien que c'est pas pointu. Et donc on parle quelque chose, on partage quelque chose de clair. Parce que si je lui dis, vous verrez, ça sent. Hier, j'ai lu une description. Le type expliquait qu'il avait trouvé un vin espagnol qui sentait l'olive noire espagnole. Alors, moi, je ne suis pas un homme de la culture de l'olivier, donc j'ai un peu de mal déjà à savoir ce que c'est l'olive noire espagnole. Et qu'est-ce que ça peut donner dans le vin? J'ai encore plus de mal. Donc, finalement, j'ai compris qu'il parlait beaucoup plus de lui que ce qu'il y avait dans son verre, et ce qui était évidemment en termes de communication une impasse. Et donc je me réjouis que les jeunes secouent un peu le cocotier et remettent tout ça d'aplomb et profilé pour la prochaine étape, les 100 ans qui viennent, quoi. Voilà, c'est ça qui est devant nous. Parce qu'il va falloir qu'on bouge beaucoup de choses. J'en profite pour faire un petit appel, puisqu'on est en direct. Avec Jean-Michel, on est voilà, sur un projet qui a vu le jour il y a maintenant 2 ans, qui s'appelle le diplôme universitaire vers le terroir par la dégustation géosensorielle. Il y a une session qui va s'ouvrir dans 1 mois et demi, à peu près. Il reste quelques places, donc je sais qu'il y a des grands amoureux du terroir et de la dégustation tout court et de la dégustation géosensorielle également. Et je pense que ça peut être une belle occasion de venir découvrir ça. Donc, ça se fait à l'Université de Strasbourg. Donc, n'hésitez pas, vous allez recevoir un petit email. On va faire une communication dans ce sens-là dans les jours qui viennent. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à contacter Jean-Michel, moi-même ou l'Université de Strasbourg. On vous renverra. En tout cas, c'est un super chemin vraiment, vraiment riche. Moi, j'y ai participé très modestement, mais j'ai pu croiser le groupe qui a monté une association suite à cette formation. On partage un bout de chemin ensemble, puisqu'on n'est pas beaucoup finalement dans l'univers du vin à essayer d'œuvrer chacun avec notre sensibilité pour faire reconnaître les vins de lieu, les vins de terroir, les vins de message, les vins de vibration. On essaye d'unir tous ensemble nos efforts pour porter ce message. Voilà. Donc n'hésitez pas. On a fait lundi entre collègues une grande dégustation dans le noir pour qualifier un certain nombre de terroirs et c'était absolument passionnant. Et pour un certain nombre de collègues, c'était vraiment une première. Ils n'avaient jamais envisagé même le vin sous cet angle-là. Et la tonalité générale de la soirée, de la journée, c'était l'émerveillement, la satisfaction, l'intérêt, quoi. Donc oui, ça bouge, ça avance, ça va dans le bon sens. Ça, c'est absolument génial. Théo, puisqu'on t'a avec nous, est-ce que tu pourrais nous dire, toi, comment tu as vécu cette approche de la dégustation pendant ta première rencontre avec le vin? C'est vrai que la formation tout au cours de l'année, là, ça a permis de développer des côtés du vin que je connaissais pas forcément, que ce soit la dégustation intuitive, la dégustation géosensorielle, ce qui était pour moi complètement étrangère. Parce que pour moi, on faisait comme dans les films, hein, ce vin, c'est un Grand Cru 1953. Je ne vous ferai pas Louis de Funès, mais c'était ça. Et finalement, en fait, ça enlève toute l'émotion. Et pourtant, en fait, je crois que c'est le fond de la chose, c'est de vivre des émotions avec le vin. Et donc, comme disait Jean-Michel, c'est aussi de prendre du plaisir parce que c'est un produit qui doit et devrait rester simple. Donc, ça m'a permis de retrouver la simplicité de la chose, le retour aussi sur soi-même, ce qu'on pense, que la façon dont on vit la dégustation. Et pas essayer de trouver les mots pour décrire ses propres sensations avant de pouvoir faire quelque chose de plus académique ou je dirais plus cadré. Non, c'est vraiment quelque chose qu'on doit sentir, qu'on doit sentir au fond de soi-même. Mmh. C'est beau de t'entendre parler comme ça, Théo. C'est vraiment chouette. C'est chouette. Ouais. J'ai une question pour toi, Jean-Michel. Il y a une question sur lorsqu'on a une complantation, est-ce que l'on vendange les différents cépages en même temps ou
pas. Toujours, toujours. Oui, bien sûr. Ouais. Si on ne peut pas vendanger tous les fruits de la vigne le même jour, ça veut dire que la vigne n'est pas ensemble. Ça veut dire que quelque part, elle n'a pas réussi à faire l'unité, la paix, le dialogue. C'est un groupe en guerre civile, et donc ça va donner quelque chose de chaotique, de désorganisé, de mal foutu, de non organisé et quelque part d'insatisfaisant. Donc, il faut travailler tous les jours pour rassembler les constituants de la parcelle de façon à ce que, à la fin, l'arrêt de croissance ait lieu le même jour, débute la maturation qui permettra de vendanger sans se poser des questions métaphysiques l'ensemble des fruits qu'on peut manger. Le point le plus important, c'est la maturité alimentaire, parce que tant que je ne peux pas manger le fruit, qui n'est pas nourricier, il ne transporte pas l'énergie du terroir, il n'est pas capable de fonder un vin qui raconte le lieu, et donc je suis devant une forme vide. Ça ne sert à rien. Et donc, c'est un point important. Donc, les gens ont fait ça pendant des siècles sans réfléchir. Après, on a commencé à inventer des œnologues, on a commencé à inventer des outils de mesure et on a commencé à l'intérieur de la complexité à vouloir simplifier pour obtenir des certitudes. Mais écoutez, je vis avec une dame depuis très longtemps et je fais très attention que notre relation, elle est tous les jours renouvelée et qu'on est sûr d'être vraiment très proches et ensemble. Ça ne peut pas se décréter. Donc voilà, il faut travailler avec Sabine, être en phase avec Sabine pour pouvoir vendanger sans le signal théorique de l'œnologue ou le signal théorique du mustimètre. Parce que de toute façon, même dans un raisin le plus humble, le plus glorieux, il y a toujours une dispersion. Et donc, et c'est cette dispersion qui est géniale. Sinon, on ne le boirait pas, le vin. Il n'y aurait rien dedans. C'est cette dispersion autour d'un idéal qui fonde le projet qu'on porte. Est-ce que tu peux partager la petite anecdote on t'a perdu, on est en train de te perdre, Jean-Michel. La connexion s'est un peu déstabilisée. Non, je ne suis pas. Je te vois figé. Je suis moi. là. Ah ok, super, pardon. Est-ce que tu veux bien partager la petite anecdote sur les sangliers que je trouve assez croustillante toujours? Écoute, moi je considère que le meilleur œnologue que j'ai rencontré, c'est un maître sanglier de Mont-Vallon. Il sait exactement quand c'est mûr, quand c'est prêt, il commence à le manger. Donc c'est pas la peine de se poser des questions métaphysiques. Quand le sanglier rentre en œuvre et commence à manger les raisins, tu peux aller vendanger, c'est prêt. Voilà. Donc lui, il le sait mieux que nous et il est tout à fait capable de choisir la parcelle où c'est prêt. Donc finalement, cette dimension-là, énergétique, hein, parce que le sanglier, il perçoit qu'un fruit est chargé de désir. Je raconte toujours ce moment, ce jour, fin juin, où je passe sous le cerisier et tout à coup, tu as l'impression que ces cerises ont été lustrées la nuit par des petits personnages de quelques centimètres avec des chiffons. Ils les frottent parce que c'est des lutins, parce que ces cerises sont absolument extraordinaires et tu comprends que l'arbre a chargé ses fruits de désir pour que, levant le bras, tu en attrapes une pleine poignée, tu les manges et t'emmènes les noyaux un peu plus loin pour fonder un arbre, ou plusieurs. Oui. Et donc, ce moment-là de grâce, c'est le moment de la vendange. Donc, il faut attendre ce moment-là. On s'en rapproche autant que possible. Parfois, on est un petit peu décalé, mais c'est le point le plus difficile et en même temps le plus exaltant du métier. Allez, peut-être on va pas tarder à se quitter dans quelques minutes. Peut-être un mot sur une ou deux ou trois de tes cuvées qui pourrait représenter ce que tu fais au bout de 50 ans. Quelque chose si quelqu'un devait goûter 2 vins du domaine pour se donner une image de ton travail et du travail que Mathieu perpétue.
Avec Marie-Hélène, ça serait quoi? Alors, je pense que si on devait choisir aujourd'hui deux vins du domaine accessibles et pleinement représentatifs de ce qu'on essaye de faire, il faudrait déguster en couple, en parallèle, un Langenberg, par exemple, qui est un terroir de granit à Saint-Hippolyte complanté, très intéressant, qui fait un vin vertical, rugueux, froid, extrêmement précis, rafraîchissant. Ça fait presque, Avec je dirais presque comme un cristal qui teinte, quoi. exactement comme un cristal qui teinte. Le petit cristal qui déclenche ta salivation est tout petit, c'est un objet minuscule, extrêmement vibrant, blanc. Et donc, tu as là, au bout de la langue, cette salivation sapide extrêmement précise, versus, par exemple, Bourg, qui est un vin monumental, avec des proportions de palais byzantins, avec des tours et des tourelles et des machicoulis, c'est la cité de Carcassonne, tu vois. C'est l'extravagance, C'est quoi. Jérusalem, c'est Jérusalem le matin au loin, quoi. Tu te dis, waouh, il y a une ampleur, il y a une profondeur de champ, il y a une potentialité de garde, il y a une épaisseur du toucher de bouche, il y a une nourriture dans ce vin. euh, Qu'un mec produise les deux choses dans la même cave, avec la même méthode de travail, je trouve ça, écoute, ça devrait être de nature à nous réconcilier avec l'être humain, parce qu'on est plein de fois déçus de nos manques, de nos impossibilités, de nos lacunes, et qu'un mec fasse deux choses aussi différentes, bah, franchement, ça me remplit de fierté, parce que je me dis, ouais, bah, il y a des gens qui sont capables d'aller jusque-là. Mm. Et Voilà. ils sont nombreux. Il Et faut ils juste. sont de plus en plus nombreux, parce que partout autour de moi, bah, ce que je ressens partout autour de moi, on est en train de remettre en cause le vin industriel, dans sa vision de certitude absolue, d'économie, d'échelle, etc. On est en train de remettre en cause ça, parce que les gens ne veulent plus goûter ça. Et ils cherchent l'aventure, et l'aventure, c'est le cœur de notre démarche, quoi. C'est le Mm. cœur de notre travail. Voilà. Et si vous goûtez ces deux vins-là, je pense que vous pourrez comprendre la richesse de nos terroirs, euh, et la somme de liberté qu'il faut mettre en œuvre pour assumer ces différences. Alors, si vous venez en formation dans le cadre de la RVF Academy, les vins de Jean-Michel sont souvent à l'honneur chez nous parce que qu'on les trouve très pédagogiques. Ils sont d'abord très bons, très vibrants, et ils sont porteurs d'un vrai message. Donc, si vous voulez, c'est pas des vins demi-mesure, comme le personnage, si je puis me permettre, Jean-Michel. C'est Assume. voilà. Il y a des partis pris. On n'aime pas, c'est pas grave, mais au moins il se passe quelque chose, quoi. Écoute, c'est pas moi qui l'ai dit. Il y a un type qui avait dit le plus important, rien n'est pire que l'indifférence. Oui. Voilà, parce que produire quelque chose qui laisse être quelqu'un qui rend indifférent, pour lequel on est indifférent, je pense que c'est le pire qui peut arriver. Donc j'ai essayé de faire quelque chose dont on pouvait s'emparer. Et se souvenir. C'est tellement important de se souvenir du vin. Il n'y a que les grandes Absolument. émotions qui Mais, restent. mais on a vu dans la formation l'année dernière du DU, grâce d'ailleurs à Gabriel Lepouzet, que le grand vin, c'est assez simple. Le grand vin, c'est pas le vin que tu préfères, c'est pas forcément le vin où tu as fait des bons de Cabri, c'est le vin dont tu te souviens. Et tu es capable de le ressortir, et tu le racontes à un mec qui l'a pas goûté, et le mec salive en face de toi. Voilà, Ouais. c'est ça. Et c'est le boulot de nos Et sommeliers, c'est le boulot de nos sommeliers et de nos cavistes de passer le message. absolument. Et je constate qu'ils sont en train de le réussir, parce que nous avons de plus en plus de demandes pour des vrais vins, et les gens qui produisent des vrais vins, en général, n'en ont pas vraiment trop. Ils ont plutôt un peu de manque. Et donc, et on a vu aussi que toute la société, pendant l'année dernière, pendant le confinement,
tout à coup immobiliser, se reposer les bonnes questions. Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je bois? Qui je suis? Qu'est-ce que c'est mes priorités? Qu'est-ce qu'il faut que je change? Et là, on a vu tout de suite le téléphone sonner et des gens nous rappeler pour avoir des bouteilles, pour envoyer des bouteilles, pour partager des bouteilles. Enfin bref, voilà. Donc, je me suis dit que la viticulture d'ambition et de civilisation, elle avait un immense futur qui était de se mettre au service de nos contemporains et de leur fournir quelque chose qui les remplit et qui leur fait du bien. Ça, c'est important, ouais. Je suis tout à fait Ouais. d'accord avec toi. On va presque arriver au terme de cette présentation. Alors, j'avais deux petits, avant de te donner le mot de la fin, Jean-Michel, deux petits messages à vous passer. Le 20 septembre, à 18h sur Zoom, on organise la finale du concours de notre meilleur apprenti. Donc Théophile fait partie des 3 finalistes. Donc il y aura une épreuve de dégustation, mais encore une fois, on a préparé une dégustation. On va demander à nos apprenants, à nos apprentis de parler du vin vraiment. Donc ça sera un mix de dégustation géosensorielle, intuitive et surtout une dégustation avec le cœur. Ils seront notés sur leur cœur et sur leurs vibrations et pas uniquement sur leurs connaissances techniques. Donc venez nombreux, vous pouvez voter. Hein, il y a une partie. On a voulu aussi remettre le destin de nos apprentis dans les mains du public, puisque c'est le public qui achète le vin, qui le boit et qui l'aime. Donc c'est le public qui votera. Voilà, on a à peu près déjà 250 personnes qui sont inscrites, donc c'est chouette si vous voulez nous rejoindre. Et puis je vais juste partager mon écran une petite seconde. J'espère que vous le voyez. Voilà, le 22 septembre à 18h, donc 2 jours plus tard. On aura un talk show, parce que les webinaires vont changer de nom. Donc on part sur l'esprit du débat un peu, où Gabriel, donc, que vous connaissez, neurobiologiste à l'Institut Pasteur, que Jean-Michel a eu le bonheur de me faire connaître il y a quelques années, nous parlera avec Cyril Tota, qui a fait un magnifique outil qui s'appelle le toucher du vin, l'étoffe du terroir, donc le ressenti du toucher de bouche à travers les tissus. Donc voilà, on partira sur une thématique: le cerveau est-il fiable? Voilà. Est-ce que nos perceptions sont justes ou pas? Donc voilà, ça fera l'objet d'un partage de connaissances, d'émotions, etc. Peut-être un petit mot de la fin, Théo, et puis après on passe on rendra l'antenne pas à Cognac G, comme aurait dit Léon Zitrone, pour notre génération, mais à Jean-Michel qui terminera. En tout cas, moi, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux parmi nous. Hein. Il y a beaucoup de gens qui regarderont en replay aussi. Théo, un petit mot sur la fin, peut-être. Déjà, merci. Merci de nous avoir présenté tout ça, Jean-Michel et vous, Franck. C'est toujours très intéressant d'avoir des avis, d'avoir des informations qui nous viennent de à droite à gauche en France et de noms ô combien importants pour les vins qu'on a envie de boire aujourd'hui. Et on a Tran qui nous dit, j'ai pas vu passer le temps, mais j'ai un magnifique souvenir d'un Schonenbourg 95 que j'ai bu avec des amis pendant le confinement. Voilà. Un petit mot de la fin, Jean-Michel, peut-être? Alors, écoute, le mot de la fin, il est très simple. Il est pas du tout sophistiqué. C'est un mot en 5 lettres. Merci. Parce que c'est agréable pour un vigneron qui rentre de son travail de pouvoir raconter son travail, de pouvoir partager ce travail, de pouvoir partager ses soucis, d'expliquer qu'est-ce qui se passe, de ne pas être en représentation publicitaire, mais de parler vraiment des vrais problèmes, des vraies difficultés, des vraies joies de notre quotidien, des perspectives assez vertigineuses qui sont devant nous, parce qu'il y a énormément de choses qui vont changer. Et en premier, je pense, on n'y réfléchit pas assez souvent, certainement nous allons assister assez rapidement à la dissolution, à l'émiettement d'un certain nombre d'institutions qui régissent le monde du vin depuis longtemps et qui sont
totalement obsolètes, incapables de s'adapter, incapables de parler et d'être responsables pour leur mandant. Et donc, ce qui va se passer devant nous dans les 10-15 ans qui viennent, ça va être un véritable chambardement. Il y a énormément de certitudes qu'on a portées qui vont se dissoudre. Et donc, je trouve que le moment est juste vertigineux. Affronter le changement climatique, affronter les nouvelles priorités du public, être dans une posture moins prédatrice, plus bienveillante dans sa vie quotidienne, dans ce qu'on partage avec les gens, avec ces outils qu'on a inventés parce qu'on ne pouvait plus être dans la même salle, dans la même ville, voilà. Et donc, et puis maintenant, on a ce potentiel. Moi, je trouve ça formidable et donc j'ai passé un très très joli moment. J'ai pas vu comme notre auditeur le temps passer. Je vous souhaite tous une très jolie soirée. Ouvrez des belles bouteilles. Chargez les batteries au maximum. Moi, je vais finir le Grünspiel 2013 tranquillement. Voilà, fini le Grünspiel 2013. Je me suis prévu un blanc de volaille que je vais faire juste à la plancha comme ça, un tout petit citron confit dessus, tout seul, comme ça, voilà. Avec un petit risotto au petit épeautre, tranquille. Voilà. Et donc, je vous souhaite une très jolie soirée. Profitez de la vie au maximum, profitez des belles bouteilles, profitez des amis, restez soudés. On va y arriver. Ouais, je suis d'accord. Et puis je réponds juste à une question de Aurore. On vous envoie un mail d'ici lundi avec le replay total du webinaire que vous pourrez regarder. Je te le ferai passer, Jean-Michel, aussi, avec plaisir. C'est sympa. Merci beaucoup, Franck. Voilà. Merci. Je vous embrasse tous du fond du cœur. Bonsoir. Prenez soin de vous et puis on vous aime tous. Et, à bientôt. Et buvez du vin. Absolument. Bonsoir. Bonsoir.